Je m'appelle Camille Moreau, j'ai 32 ans, et ce moment marquant s'est véritablement inscrit dans ma vie un soir d'octobre. Tout avait commencé par une décision simple mais lourde de conséquences. Assister à la réunion annuelle de la famille Moreau à Lyon, après presque 3 années d'absence. J'avais longuement hésité. Après tout, à quoi bon me replonger dans un monde où je n'avais jamais vraiment eu ma place? Mais une voix intérieure, mélange d'orgueil et de défi, m'avait poussé à dire oui. Et me voilà, descendant, d'un train régional à la gare de la Part-Dieu, mon manteau gris serré contre moi, mes bottines usées claquant doucement sur les dalles du quai. Je n'avais rien d'extravagant. Une robe noire toute simple, un maquillage discret, les cheveux attachés en un chignon pratique. À l'épaule, mon sac en cuir déjà fatigué, à l'intérieur duquel reposait un objet dont je ne me séparais jamais. Une grande enveloppe beige, épaisse, bien scellée. Je savais qu'elle pouvait tout changer, mais je n'avais pas encore décidé si j'allais l'utiliser. Pas ce soir-là. Pas encore. La maison familiale se dressait fièrement à la lisière du vieux quartier des Brotteaux, une bâtisse bourgeoise à la façade impeccable, comme tout ce que les Moreau possédaient. Le portail s'ouvrit sans un bruit lorsque je pressai la sonnette, et le jardin, bien entretenu, m'accueillit avec la même froideur polie que les visages qui allaient en suivre. Je fus la dernière à arriver, bien sûr. Cela aussi faisait partie du rituel. Dans le salon, les rires s'élevèrent déjà, les verres s'entrechoquaient, les voix se superposaient en une symphonie bien huilée d'aisance sociale. Mon oncle. Gérard parlait fort de ses nouvelles boulangeries franchisées à Toulouse, ma cousine Claire évoquait un chantier en Afrique du Sud, mon cousin Antoine vantait les rendements de ses investissements verts. Chacun brillait, chacun jouait sa partition. Et moi, je glissais silencieusement entre eux, m'efforçant de sourire, de ne pas trop croiser de regard. « Camille? Oh mon Dieu, c'est toi !» lança soudain Claire, en me reconnaissant enfin. Mais quelle surprise! Elle m'embrassa comme si j'étais une vieille connaissance vaguement sympathique, avant de se reculer pour mieux me scruter. « Toujours aussi naturel, hein? C'est bien, j'adore ce style minimaliste. C'est tellement... toi !» Je souris, sans répondre. Le ton était donné. Les autres me saluèrent avec plus ou moins de chaleur, certains avec une gentillesse réelle, d'autres par simple convenance. Mon oncle Gérard me tapota l'épaule comme à une enfant ayant fait un effort louable. « Alors, tu as trouvé le chemin depuis... tu vis toujours à Paris, non? Ou c'est Vincennes, je confonds ?» Je répondis brièvement, puis me laissai guider vers la salle à manger, où le repas allait commencer. Les chaises en bois ciré, la vaisselle fine, les chandeliers de famille. Tout était identique à mes souvenirs, et pourtant, je me sentais étrangère à cette mise en scène. À table, je fus placée entre Claire et Antoine, deux figures de réussite familiale. Je savais ce qui allait suivre. Les sous-entendus, les petites piques, le balai discret du mépris poli. Mais je n'étais pas la même Camille qu'il y a 3 ans. J'avais changé, même si eux ne le savaient pas encore. Je regardais autour de moi, tous ces visages si sûrs d'eux, si peu curieux de ce que j'étais devenue. Ils pensèrent me connaître, pensèrent que j'étais encore la même jeune femme paumée, sortant d'un divorce, traînant derrière elle des dettes et des rêves flous. Ils se trompaient. Et ce soir, même si je ne le savais pas encore, allait leur prouver à quel point. Dans mon sac, l'enveloppe semblait peser plus lourd qu'à l'accoutumée. Elle me rappelait que je n'étais plus à leur merci, que moi aussi j'avais construit quelque chose, que j'étais enfin devenue celle que j'avais toujours voulu être, en silence, en marge, sans l'approbation ni les louanges. Le dîner commença. Les premiers verres furent servis. Les voix montèrent d'un ton. Et moi, entre deux bouchées, je me préparais sans le vouloir à affronter ce qui allait venir. À ce moment-là, je ne savais pas encore que cette soirée serait le début d'une revanche douce, inattendue, mais éclatante. Je crois que j'avais toujours su, au fond de moi, que ce dîner tournerait au vinaigre. Ce n'était pas une intuition claire, mais plutôt une sensation diffuse, comme une pluie fine qui s'installe sans bruit. À peine les plats servis, les premières remarques commencèrent à perler entre les verres de vin et les sourires figés. Des mots polis, des phrases joliment tournées, mais dont chaque syllabe cachait une lame. Claire, fidèle à elle-même, lança la première pique en étirant sa serviette sur ses genoux, un verre de vin blanc à la main. « Tu sais, Camille, j'admire ton courage. Franchement, prendre le train de Paris jusqu'ici, on est en 2025 qui fait « encore ça ?» Son rire s'éleva, léger mais cruel, tandis que d'autres membres de la table s'esclaffaient doucement. Je souris, un sourire crispé, incapable de répondre sans paraître amer.
Je pris une gorgée d'eau. C'était plus sûr ainsi. Et comment va ta nouvelle vie? Demanda mon oncle Marc, chirurgien à la retraite, en me regardant comme s'il examinait un dossier médical. Tu te reconstruis? C'est ça qu'on dit aujourd'hui, non? Il accompagna sa question d'un hochement de tête compréhensif, mais son regard en disait long. Je n'étais pas ici comme une égale. J'étais une œuvre inachevée, un tableau que la famille n'avait jamais vraiment su encadrer. C'est courageux, ajouta ma tante Sylvie. Moi, après un divorce, j'aurais jamais eu la force de venir à une réunion de famille, surtout dans ta situation. Ma situation. Ces deux mots me frappèrent plus fort que je ne l'aurais cru. Je ne leur devais rien, pourtant ils se permettaient de commenter, d'analyser, de juger. Je gardais le silence. Pour l'instant. Les plats se succédaient, terrines de canard, gratin dauphinois, filets de veau sauce morille, et avec eux, les remarques aussi. Parfois subtiles, parfois moins. Antoine, qui avait toujours eu l'art de transformer une question anodine en attaque déguisée, me demanda en plantant sa fourchette dans une pomme de terre. « Tu vis toujours dans ce petit studio sous les toits? C'est charmant, mais tu ne t'y sens pas un peu à l'étroit ?» Je levai les yeux vers lui, lentement. Je voulais croire qu'il posait la question par curiosité sincère, mais son ton trahissait une ironie bien rodée. Je répondis, calmement. Je m'y sens libre. Et c'est ce qui compte, non? Il haussa les épaules, sourit d'un air entendu, puis se tourna vers Claire pour entamer une discussion sur les lofts qu'elle aménageait à Lisbonne. Autour de moi, tout. Le monde semblait s'accorder sur un point. Camille était un sujet intéressant tant qu'on pouvait la réduire à ses échecs passés. Mon divorce, mon appartement modeste, mon absence de titre ronflant. Ils avaient alors besoin que je reste dans ce rôle. Cela leur rappelait qu'ils avaient, eux, fait les bons choix. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que je n'étais plus la femme effacée qu'ils avaient reconnue. J'avais appris à observer, à écouter, à me relever sans faire de bruit. J'avais appris à me construire loin de leur jugement. Et même si leurs mots me blessaient encore, je sentais en moi une force nouvelle. À un moment, Claire se pencha vers moi, son parfum de jasmin trop fort me donnant presque la nausée. Et côté cœur, rien de nouveau? Tu sais, on a tous besoin de quelqu'un, surtout après... Enfin, tu vois. Je hochai la tête, sans répondre. J'aurais pu lui dire que je n'avais besoin de personne pour me sentir entière, que j'avais passé des mois à recoller les morceaux de ma vie, seule, sans aide. Mais à quoi bon? Elle n'aurait pas compris. Le repas avançait, les rires montaient, le vin coulait à flots. Et moi, je me sentais de plus en plus étrangère, à cette pièce, à cette famille, à ces gens qui partageaient mon sang, mais pas mon monde. Et pourtant, au fond de mon sac, l'enveloppe était toujours là, immuable, inaltérable. Comme un rappel silencieux que je n'étais pas seulement la divorcée ou la rêveuse. Que j'avais moi aussi ma réussite. Différente, invisible pour eux, mais bien réelle. Je me surpris à caresser le bord de l'enveloppe du bout des doigts, par réflexe. Elle était là depuis le début du repas, mais à mesure que les pics se succédaient, elle devenait plus présente, plus lourde, plus nécessaire. Je savais que ce soir pouvait rester une soirée de plus à encaisser en silence, ou bien devenir le tournant que je n'avais jamais osé provoquer. Je n'en étais pas encore certaine, pas encore prête à faire exploser le vernis familial, mais quelque chose en moi commençait à se fissurer. Car lorsqu'Antoine, avec son sourire moqueur, demanda si j'avais encore ce vieux canapé-lit qui grince à chaque mouvement, j'eus envie de tout déballer, de leur montrer, de leur prouver. Ce n'était pas une rage explosive, mais un feu intérieur qui prenait forme. Discret, sourd, mais résolu. Et à cet instant précis, en plongeant mon regard dans celui d'Antoine, j'ai compris. J'étais prête. Plus que prête. Le visage d'Antoine s'était déjà tourné vers une autre conversation, insouciant, comme s'il n'avait rien dit de blessant. Mais ces mots continuaient de résonner en moi, comme une cloche ancienne qui refusait de se taire, ce vieux canapé-lit. Oui, je l'avais gardé longtemps. Trop longtemps, peut-être, mais pas par choix, par nécessité. Je me surpris à fixer mon assiette sans vraiment la voir, emportée dans un flot de souvenirs. Il y a 2 ans encore, je vivais dans un studio de 25 mètres carrés, tout en haut d'un immeuble ancien du 11e arrondissement. Une soupente mal isolée, un plancher grinçant, un velu qui fuyait dès qu'il pleuvait. Je me réveillais chaque matin avec le froid dans les os et je m'endormais chaque soir avec l'angoisse de voir mon compte bancaire basculer dans le rouge.
Je travaillais alors comme assistante dans une agence immobilière du Marais. Pas agent, pas consultante, encore moins gestionnaire de portefeuille. Non, juste assistante. Je faisais des photocopies, je gérais les rendez-vous, je répondais aux appels et, souvent, je servais le café. Pourtant, chaque jour, j'étais au cœur d'un monde qui brassait des millions d'euros, entre lofts parisiens et hôtels particuliers. Je regardais ces clients entrer dans nos bureaux comme s'ils flottaient au-dessus du sol, parlant de leurs projets comme d'achats ordinaires. Et moi, pendant ce temps, je comptais mes pièces de monnaie pour acheter un déjeuner convenable. J'aurais pu maigrir. J'aurais pu en vouloir à la terre entière. Mais j'ai observé, écouté, appris. J'ai pris des notes mentales sur les négociations, sur les zones en développement, sur les rénovations de prestige. Et, lentement, sans que personne ne s'en aperçoive, j'ai commencé à comprendre les rouages de ce monde fermé. Je me souviens encore de ce jour où Monsieur Lemoine est entré dans l'agence. Un vieil homme, élégant, discret, d'une politesse rare. Il cherchait à vendre une propriété dans le sud, un ancien manoir laissé à l'abandon, depuis des années. Un bien presque introuvable, avec un charme suranné, mais chargé d'histoire. Il n'avait pas d'héritier, pas d'urgence financière. Il voulait juste que le lieu tombe entre de bonnes mains. Quelqu'un qui saurait le comprendre, le valoriser. Pendant plusieurs semaines, j'ai été son interlocutrice principale. Non pas par hasard, mais parce qu'aucun des agents ne s'intéressait vraiment à son dossier, jugé peu rentable. Moi, je l'écoutais. Je lui posais des questions. Je m'imprégnais de chaque détail qu'il partageait. Peu à peu, il s'ouvrit. Il me parla de sa jeunesse, de sa femme disparue, de ses voyages, et surtout, de cette demeure qu'il avait héritée d'un oncle passionné par le patrimoine. Un jour, alors que nous étions seuls dans la salle de réunion, il me regarda longuement et dit « Vous savez, mademoiselle Moreau, vous avez quelque chose de rare. Vous comprenez la valeur des choses invisibles. » J'avais rougi, ne sachant quoi répondre. Il ajouta « Un jour, vous ferez quelque chose de grand. » À l'époque, j'avais cru à une gentillesse d'un vieil homme un peu nostalgique. Mais quelques mois plus tard, lorsqu'il mourut subitement, je découvris qu'il avait laissé mon nom inscrit dans une clause de préférence. Un droit d'achat prioritaire sur cette fameuse propriété à Avignon, à condition de respecter certaines conditions précises. J'étais sous le choc et terrifiée, car si l'opportunité était là, les moyens, eux, manquaient cruellement. Mais je n'ai pas reculé. J'ai repris contact avec des investisseurs que j'avais vus passer à l'agence. J'ai monté un dossier, j'ai négocié. J'ai trouvé un petit fonds orienté vers la valorisation du patrimoine culturel. Et j'ai pris un risque énorme. J'ai contracté un prêt personnel. Tout ça sans en parler à personne. Pas, même à mes rares amis. Car je savais que si j'échouais, ce serait en silence. Mais si je réussissais, alors ce serait aussi à ma manière. Et aujourd'hui, en écoutant ma famille me rabaisser avec des demi-sourires et des plaisanteries faussement innocentes, je sentais cette réussite grandir en moi comme un secret incandescent. J'avais souffert. J'avais connu la solitude, la peur, le doute. Mais j'avais avancé, et j'avais bâti quelque chose. Je regardais à nouveau autour de la table, ces visages sereins, sûrs d'eux, ignorants de ce que signifiait tout recommencer à zéro. Ils ne sauraient jamais ce que c'était que d'ouvrir son frigo et de n'y trouver qu'un pot de yaourt. Ils ne comprendraient jamais ce que c'était. Que d'éteindre le chauffage en plein hiver pour économiser. Ils ne sauraient pas. Et peut-être qu'ils ne méritèrent pas de savoir. Mais ce soir, j'avais une carte en main. Une preuve. Une clé. Et plus le repas avançait, plus je sentais que le moment approchait. Il y a toujours ce moment, dans une soirée, où l'ambiance se tend sans que personne n'ose encore le dire. Où les sourires deviennent mécaniques, les rires un peu trop aigus. Où chacun sent que quelque chose couve, juste sous la surface. Pour moi, ce moment arriva au dessert. Je m'en souviens avec une précision étrange. La lumière jaune et douce du lustre, l'odeur sucrée de la tarte aux poires, la porcelaine fine qui cliquetait légèrement quand on reposait les couverts. Je coupais ma part avec application, concentrée sur le fruit fondant, comme si cela pouvait m'éviter ce que j'avais pressenti depuis le début. Et puis, ce fut Gérard. Mon oncle Gérard. Toujours en verve, toujours sûr de son humour populaire, l'éternel patron de sa chaîne de boulangerie artisanale qu'il considérait comme un empire. Il leva son verre, me regarda avec un sourire goguenard et dit « Camille, ah, Camille, toi, tu as toujours été la rêveuse de la famille. Mais bon, les rêves, ça ne paie pas les factures, hein ?» Un rire franc jaillit de sa gorge, suivi
par quelques éclats hésitants autour de la table. Certains baissèrent les yeux. D'autres fixèrent leur assiette. Personne ne me regarda directement. Et moi? Je sentis un frisson glacial remonter ma colonne vertébrale. Je posai ma fourchette, doucement, délicatement. J'inspirais. Et pour la première fois ce soir-là, je pris pleinement conscience de quelque chose de fondamental. Je n'avais plus à supporter cela. Plus jamais. Je me redressai lentement. Mon cœur battait fort, mais mes gestes restaient mesurés. Je ne voulais pas exploser. Je voulais frapper juste, avec la précision de quelqu'un qui a longtemps attendu son heure. Je glissai la main sous la table, ouvris mon sac et sortis l'enveloppe. Elle était là, toujours aussi intacte, comme un talisman que j'avais porté en silence. Je la posai sur la nappe blanche, devant moi, et la regardai quelques secondes. Le silence s'installa instantanément. Tous les rires s'étaient tus. On aurait pu entendre une mouche voler. Je levai enfin les yeux. Tous me regardaient. Même ceux qui, jusqu'alors, m'avaient ignoré. Le simple geste de poser une enveloppe avait suffi à éveiller leur curiosité. Mon oncle Gérard fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est? Que ça ?» demanda-t-il, plus pour combler le vide que par réelle curiosité. Je pris une gorgée d'eau, puis ouvris l'enveloppe avec soin. J'en sortis plusieurs feuilles, pliées en deux, que je déployais lentement. Mes doigts tremblaient, à peine. Je les posai sur la table, bien visibles, et les fis glisser vers le centre. Tous se penchèrent. Le papier portait un en-tête officiel, un logo, des signatures, un cachet notarial. « C'est un contrat, dis-je simplement, un acte d'achat, d'une propriété historique à Avignon, une maison de maître du XVIIIe siècle, restaurée, classée, valorisée. » Je les regardais un à un. Personne ne bougeait. Ma tante Sylvie cligna des yeux plusieurs fois. Claire entr'ouvrit les lèvres, mais aucun son n'en sortit. Antoine se pencha pour lire les premières lignes, comme s'il devait s'assurer que ce n'était pas une plaisanterie. « Mais c'est à ton nom, dit-il enfin. C'est toi qui as acheté ça? » Je hochai la tête, un geste simple, mais il eut l'effet d'une déflagration. « Comment ?» commença Claire, mais elle s'arrêta, net. Gérard, lui, fronça les sourcils plus fort encore. « Une maison pareille? Mais ça coûte une fortune. Comment t'as pu mettre la main là-dessus? Tu as gagné au loto ?» Il voulait rire. Il espérait que ce soit une blague, mais son ton trahissait déjà une angoisse plus profonde, celle de ne pas comprendre, de ne pas avoir vu venir, de ne pas savoir. Je ne répondis pas tout de suite. Je laissai le silence s'installer, volontairement. Je voulais qu'il sente ce que j'avais ressenti pendant des années, cette absence de réponse, ce flou, ce regard qu'on évite. Je voulais qu'il goûte au doute. Puis, je repris. « Non, je n'ai pas gagné au loto, j'ai travaillé, j'ai appris. » J'ai saisi une opportunité. Et je l'ai saisie seule. Je rangeai calmement les documents dans l'enveloppe et la posai de nouveau sur mes genoux. Vous m'avez toujours vu comme un échec ambulant. Comme la petite Camille qui rêve, qui divague, qui ne s'en sortira jamais. Mais vous ne savez rien de moi. Rien. Je ne criais pas. Je n'en avais pas besoin. Mes mots portaient avec une clarté que je n'avais jamais osé leur offrir. Et je vis, dans leur regard, la surprise, l'incompréhension. Parfois même, la peur. Ce soir-là, j'avais arrêté d'être leur parente en marge. J'étais devenue un mystère qu'ils ne maîtrisaient plus. Et je sentais que ce n'était que le début. C'était comme si l'air s'était épaissi d'un seul coup. On aurait dit que le temps s'était arrêté, suspendu entre les regards et le bruit lointain des couverts que plus personne n'osait toucher. Tous les visages étaient tournés vers moi, mais aucun ne savait vraiment quoi exprimer. Il n'y avait plus de sourire, plus de moquerie, plus d'assurance. Juste ce silence brut, tranchant, qui m'entourait comme une armure. Je les regardais, un par un. Claire avait la mâchoire légèrement crispée, ses doigts serrant le pied de son verre comme si elle voulait éviter qu'il ne tremble. Gérard fixait l'enveloppe comme si elle allait s'ouvrir d'elle-même et lui livrer une explication qu'il pourrait comprendre. Antoine, lui, semblait perdu entre son étonnement et une forme de contrariété mal contenue. Quant aux autres, ils attendaient. Quoi? Une chute? Une révélation? Que tout cela ne soit qu'un malentendu? Mais ce n'était pas un malentendu. C'était bien réel. Et je l'avais placé là, sous leurs yeux, parce que j'en avais assez de leur demi-vérité, de leur rire feutré, de leur condescendance déguisée en préoccupation familiale. Je reposai mon dos contre le dossier de ma chaise, calme, presque sereine.
Il n'y avait rien de théâtral dans mon geste, rien à prouver, seulement l'évidence nue. J'avais fait quelque chose dont il n'était pas capable d'imaginer la portée. Je ne voulais pas en parler ce soir, dis-je enfin. Ce dîner n'était pas le moment. Mais apparemment, certains pensent encore que je vis sur un canapé-lit en rêvant d'écrire un roman. Un souffle, presque un rire étouffé, échappa à Claire. Mais elle s'interrompit dès que mon regard croisa le sien. Ce n'était plus le moment de jouer. Ce que vous voyez là, poursuivis-je en désignant l'enveloppe, ce n'est pas un héritage tombé du ciel. Ce n'est pas un cadeau. C'est le fruit de 2 ans de travail, de nuits sans sommeil, de risques calculés. J'ai saisi une chance que personne ne m'aurait offerte dans cette famille, et j'en ai fait une victoire. Le silence persistait, mais il avait changé de nature. Ce n'était plus un silence de surprise. C'était celui de l'inconfort, de la remise en question. Je venais de fissurer la façade bien lisse de leur univers où chacun savait exactement à quelle place l'autre devait rester. Et cette propriété, ajoutai-je, ce n'est pas juste une maison, c'est un projet, un hôtel particulier qui va devenir un lieu de charme, un espace de culture, une destination que même vos clients rêveront de découvrir. Je savais que c'était cruel, quelque part, mais c'était nécessaire. J'avais trop longtemps avalé des paroles blessantes sans réagir. Aujourd'hui, c'était à mon tour de parler, et ce que j'avais à dire méritait d'être entendu. C'est Gérard qui rompit le silence le premier, sa voix plus grave que d'ordinaire. Camille, c'est impressionnant, je ne te le cache pas, mais on parle d'un bien classé, là. T'as vraiment réussi à obtenir ça? À ton nom? Il insistait, comme s'il avait besoin de répéter pour y croire. Je hochais simplement la tête. Avec le soutien de professionnels, des partenaires, pas de miracle, juste du travail. Claire fronça les sourcils. Tu veux dire que tu t'es associé à des investisseurs? Des gens que tu connaissais? Son ton était piqué, presque suspicieux, comme si elle cherchait à dénicher une faille, une tricherie. Quelque chose qui pourrait rétablir l'ordre qu'elle connaissait. Disons que j'ai appris à écouter, répondis-je, à voir ce que d'autres ne voyant pas, et à ne pas avoir peur de proposer des idées. C'est fou ce qu'on peut construire quand on arrête de douter de soi. Je vis certains visages commencer à changer. Pas tous, mais quelques-uns. Une lueur d'interrogation, peut-être même de respect, traversa les yeux de ma tante Sylvie. Mon cousin Benjamin, d'habitude plutôt distant, me lança un regard presque admiratif. Mais cela ne changeait rien à ce que je ressentais. J'étais là, au milieu d'eux, et pour la première fois, ils ne savaient plus comment me définir. Ce que je venais de déposer sur la table ne pouvait plus être ignoré. Et cela allait tout bouleverser. Le plus étrange dans ce silence tendu qui avait suivi mes révélations, ce n'était pas l'absence de paroles. C'était l'absence de préjugés immédiats, comme si, en un instant, l'image qu'ils avaient de moi s'était fracturée. Et dans cette fissure, une curiosité nouvelle s'était glissée. Une crainte, peut-être, mais aussi un début d'écoute. Je savais qu'ils n'allaient pas me croire sur parole. J'avais grandi parmi eux. Je connaissais leurs besoins viscérales, de preuves, de chiffres, de concret. Alors, pour la première fois depuis des années, j'ai raconté. Pas tout, pas encore, mais assez pour qu'ils comprennent que ce que j'avais bâti n'était pas une illusion. Tout a commencé dans cette agence où je travaillais, expliquai-je, en croisant les bras. J'étais assistante, personne ne me remarquait vraiment, mais j'ai vu passer des centaines de dossiers, entendu des dizaines de conversations entre agents et clients fortunés. Et j'ai appris, en silence. Je n'exagérais rien. Chaque jour à l'agence était une leçon gratuite en stratégie, en négociation, en valorisation. J'écoutais parler de fiscalité, d'urbanisme, de dispositifs de défiscalisation, que je ne connaissais même pas de nom. Je notais mentalement les termes, les stratégies, les erreurs aussi. J'ai passé des soirées entières à lire des articles juridiques, des rapports d'investissement, à comprendre les dynamiques des zones en transformation. Je n'avais pas les diplômes, mais j'avais le temps, la volonté et la nécessité. Et puis un jour, j'ai rencontré un homme, Monsieur Lemoine. Un client âgé, discret, que personne ne voulait vraiment prendre en charge parce que son dossier semblait peu rentable. Un vieux manoir délabré dans le Vaucluse, sans successeur, trop de travaux, trop d'administratifs. Je fis une pause. Le nom de cet homme me faisait encore quelque chose. Il avait été le premier à me regarder autrement, à voir en moi plus qu'une assistante effacée. Il m'a raconté l'histoire du lieu, une maison de famille, laissée, à l'abandon, classée monument historique, mais pleine de potentiel. Et surtout, il voulait qu'elle revive,
pas qu'elles finissent entre les mains de promoteurs sans âme. Antoine fronça les sourcils. Et c'est là qu'il t'a proposé de la reprendre? Je ris doucement, un rire sans moquerie, mais chargé de sous-entendus. Pas du tout. Il m'a fait confiance. Il m'a confié son dossier, ses inquiétudes, ses envies. Et puis, il est décédé, peu après. Il avait modifié son testament en secret. Il m'a laissé un droit de préférence. Pas la maison, mais la possibilité de l'acquérir avant tout autre acheteur. Une clause unique, faite pour moi. Le mot « testament » provoqua un frisson autour de la table. Comme si j'avais profité de la vulnérabilité d'un vieillard. Je le sentis immédiatement dans les regards. Claire ne put s'empêcher. « Et tu n'as pas trouvé ça bizarre? Opportuniste un peu ?» Je la fixai, sans ciller. Opportuniste? Peut-être, mais honnête. Il a vu en moi quelque chose que vous avez toujours refusé de voir. Et moi, j'ai pris le risque de croire en sa vision. Je n'avais pas envie de me justifier davantage. Le reste, il n'avait pas besoin de savoir. Les nuits d'angoisse à faire des simulations financières, le démarchage d'investisseurs passionnés par la sauvegarde du patrimoine, les allers-retours administratifs, les refus de banque, les dossiers rejetés. Et puis, ce jour, enfin, où un fonds spécialisé dans le tourisme durable m'avait écouté, m'avait cru et avait accepté de financer une partie du projet en échange d'une participation minoritaire. J'ai pris un prêt, continuai-je. J'ai investi tout ce que j'avais. Et j'ai parié sur quelque chose de plus grand que moi. Pas pour prouver quoi que ce soit, juste parce que je le sentais juste. Benjamin hocha lentement la tête. Il semblait impressionné, ou du moins sincèrement intrigué. « Et tu comptes s'en faire quoi maintenant? Une résidence secondaire ?» Je souris. Une maison d'hôte, haut de gamme, mais humaine. Un lieu vivant, où l'on viendra pour le silence, l'histoire, la beauté, avec des événements culturels, des partenariats avec des artistes locaux et un respect total de l'architecture d'origine. Ils écoutaient, plus attentivement que je ne l'aurais cru. Pour la première fois, je n'avais pas besoin d'élever la voix. Ma parole avait trouvé un écho, pas chez tous, mais assez pour que je sente que quelque chose avait changé. Et je savais que ce n'était que le début. Ce contrat sur la table n'était qu'une première pierre. J'avais bien plus à construire. Quand j'ai fini de parler, il y eut encore un court moment de flottement. Cette fois, le silence n'était plus hostile. Il était plein de questionnements, d'étonnements et peut-être même d'un soupçon d'admiration. Je n'avais pas seulement déposé un acte de propriété sur la table. J'avais imposé une réalité à laquelle aucun d'eux n'était préparé. Camille Moreau, la discrète, la marginale, la divorcée en reconstruction, venait d'accomplir ce que beaucoup n'auraient pas osé rêver. Mais je n'étais pas venue pour choquer. Je n'étais pas venue pour impressionner. J'étais venue parce que, malgré tout, une part de moi cherchait encore à être reconnue, non pas dans leur monde, mais dans le mien. Et pour cela, je devais aller au bout. Je ne me suis pas arrêtée là, dis-je, en posant mes mains, bien à plat sur la nappe. Cette maison n'est pas un simple projet. Elle est le point de départ d'un mouvement, d'une vision. Les regards se tournèrent à nouveau vers moi. Des regards plus attentifs, moins condescendants. Je sentis que je tenais leur attention, pas par devoir familial, mais parce que j'avais enfin une histoire à raconter qu'ils ne pouvaient ignorer. J'ai signé un partenariat avec une entreprise spécialisée dans le tourisme durable. Nous avons lancé un programme de restauration complète du site en collaboration avec les architectes des bâtiments de France. Tout sera respecté, depuis les moulures jusqu'aux matériaux d'origine. Et ce n'est pas tout. Je marquais une pause. Cette partie, je l'avais rêvée, pensée, peaufinée. Elle était mon trésor, mon plan pour le futur. Le projet a reçu l'appui de 2 institutions régionales de préservation du patrimoine. L'une m'aide à obtenir des subventions, l'autre a proposé d'organiser des expositions temporaires dans la propriété, une fois les travaux achevés. Nous avons aussi prévu des résidences d'artistes et des séminaires culturels. Un murmure parcourut la table. Même Claire, d'ordinaire si prompte à tout minimiser, semblait troublée. « Attends, tu veux dire que tu as une sorte de projet touristique mais aussi artistique ?» Exactement. Ce n'est pas juste un lieu pour dormir. C'est un lieu pour ressentir, découvrir, se reconnecter à quelque chose de plus grand que soi. J'aurais pu en rester là. Mais je voulais qu'ils comprennent que rien n'était dû au hasard. Vous voyez, pendant que vous vous moquiez de mes choix de vie, de mes silences, de mes trajets en train, moi je préparais quelque chose. Je n'avais pas les moyens de vos écoles, ni vos carnets d'adresses, mais j'avais mes idées.
et une détermination que personne n'a jamais vue, parce que personne ne voulait la voir. Gérard secoua la tête, lentement. Franchement, Camille, j'ai du mal à y croire. Pas parce que je te prends pour une menteuse, mais parce que je n'aurais jamais imaginé ça de toi. C'est bien là le problème, répondis-je. Vous avez toujours imaginé pour moi, sans jamais me demander qui j'étais vraiment. Un silence plus dense tomba sur la pièce. Pas un silence vide, un silence plein, celui qu'on ressent quand les repères se brisent. Et ça, tu l'as fait toute seule ? Demanda Benjamin, les sourcils froncés, sincèrement impressionné. J'ai eu de l'aide, bien sûr. Mais les décisions, les démarches, les nuits blanches, c'était moi. Claire, quant à elle, gardait les bras croisés. Elle ne disait rien. Mais dans son regard, je lus quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la colère. C'était de la peur. La peur de ne plus dominer la conversation. De ne plus être la seule référence de réussite. Car pour la première fois, ce soir-là, dans cette maison où j'avais toujours été la petite cousine maladroite, la femme trop sensible, l'épouse ratée, quelqu'un me regardait comme une égale, peut-être même plus. Et je savais que ce changement de regard, une fois amorcé, ne s'arrêterait pas là. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette lumière nouvelle autour de moi n'allait pas seulement révéler l'admiration, elle allait aussi faire surgir l'envie. Je savais que je venais de franchir un point de non-retour. En étalant mon projet, en détaillant mes démarches, en exposant ma vision, je m'étais enfin libérée de cette image figée qu'ils avaient toujours entretenue de moi. Mais je n'étais pas naïve. Je savais que toute vérité imposée provoque des remous. Et la réaction ne tarda pas. « C'est beau tout ça, Camille », lança Gérard en reprenant la parole, « mais ça va vraiment marcher, ton histoire ? Le tourisme, c'est risqué. Et les vieilles pierres, ça coûte une fortune à entretenir. Tu y as pensé à ça ?» Je sentis le ton changer. Plus moqueur, plus sceptique. Il ne riait plus. Il doutait. Et dans ce doute, je percevais un agacement nouveau, celui de ne pas comprendre, de ne pas contrôler. Je le regardais dans les yeux. J'ai pensé à tout. J'ai étudié des dizaines de modèles économiques. J'ai rencontré des gestionnaires de domaines similaires. J'ai préparé chaque aspect de cette aventure. Ce n'est pas un caprice, c'est une entreprise. Et j'en suis la dirigeante. Le mot dirigeante résonna étrangement dans la pièce. Il semblait dérangé, comme s'il ne m'appartenait pas. C'est admirable, Camille, dit ma tante Sylvie, visiblement partagée entre la surprise et une tentative d'encouragement. Mais est-ce que tu as vraiment les épaules pour tout ça ? C'est beaucoup de responsabilités, non ? Encore cette idée. Que je pouvais être brillante, mais seulement jusqu'à un certain point. Que je pouvais rêver, mais pas porter. Que je pouvais avoir une idée, mais pas la gérer. Je répondis sans détour. J'ai porté bien plus que vous ne le saurez jamais. J'ai été seule, ruinée, brisée. Et je suis toujours là. Alors oui, j'ai les épaules. Ce fut Claire qui, la première, laissa tomber toute fausse bienveillance. Elle posa sa fourchette avec un bruit sec et dit « Et donc, tu es devenue… quoi ? Une sorte de… sauveuse de patrimoine ? Grâce à un vieux monsieur riche tombé amoureux de ta… gentillesse ?» Son regard était dur, son sourire figé. J'aurais pu me lever et partir. J'aurais pu m'énerver. Mais à cet instant, je n'éprouvais plus rien pour elle. Ni jalousie, ni rancune, juste une forme de pitié froide. « Tu crois que je me suis servi de lui ?» dis-je calmement. « Tu crois que tout ce que j'ai accompli vient d'un coup de chance romantique ? Tu penses que je n'ai été qu'un joli minois au bon moment ?» Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Tout était déjà dans ses yeux. « Eh bien, tu te trompes. Il m'a vue, oui. Mais pas comme tu l'imagines. Il a reconnu quelque chose. Une force qu'il avait connue chez une autre femme, autrefois. Quelqu'un qu'il avait aimé comme une sœur. Et cette femme, c'était ma mère. » Un frisson passa dans la pièce. J'avais dit cela sans préméditation, mais c'était la vérité, et il était temps qu'elle sorte. Ils étaient amis depuis leur jeunesse. Elle, rejetée par la famille pour ses choix de vie. Lui, héritier discret, fuyant les conventions. Il lui avait promis qu'un jour, il aiderait quelqu'un qui lui ressemblait. Et ce jour-là, c'est moi qui l'a trouvé. Je vis les visages se figer. Ma mère. Sujet tabou, évité dans toutes les conversations. Elle, la rebelle, l'artiste,
celle qui avait fui les dîners comme celui-ci pour vivre à sa manière. Beaucoup ne l'avaient jamais comprise. Certains ne l'avaient même jamais rencontrée. Il ne m'a rien donné, continuai-je. Il m'a offert une porte. Et j'ai eu le courage de la franchir. Claire détourna les yeux. Gérard se racla la gorge. Antoine fixait la nappe comme s'il cherchait une échappatoire dans les motifs brodés. Sylvie baissa la tête. Seul Benjamin me regardait encore. Avec un mélange de respect et de tristesse, peut-être. « Tu veux dire que ta mère connaissait cet homme ?» demanda-t-il doucement. « Oui. Et c'est en entendant mon nom qu'il a compris. Et qu'il a choisi de me faire confiance. » Je repris ma place, droite, solide. J'avais raconté ce que personne n'attendait, ce que j'avais gardé pour moi pendant des années, comme une douleur secrète. Et au lieu de m'affaiblir, cela m'avait libérée. Je n'étais plus l'énigme qu'il raillait. J'étais une réalité qu'il devait désormais affronter. Et je sentais, dans l'air qui pesait autour de nous, que ce soir allait laisser des traces. Lorsque j'ai prononcé le nom de ma mère, un silence plus lourd encore est tombé sur la table. Pas un silence vide, mais un silence chargé. Chargé d'histoires, de non-dits, de regards évités pendant des années. C'était comme si, d'un coup, j'avais soulevé le couvercle d'un passé que tout le monde ici s'était efforcé d'oublier, ou du moins de laisser enfoui. Ma mère, Jeanne Moreau, n'avait jamais été la préférée. Elle n'avait pas suivi le chemin attendu, ni école de commerce, ni mariage de convenance, ni ambition rangée. Elle avait été cette femme libre, intense, parfois insaisissable, celle qui dessinait au lieu de compter, qui écrivait au lieu d'investir, qui vivait au lieu de planifier. Pour eux, elle avait toujours été l'élément perturbateur, la branche tordue de l'arbre généalogique. Je ne savais pas qu'elle le connaissait, murmura Sylvie, la voix tremblante. Cet homme, le moine? Je hochai la tête. Ils se sont rencontrés dans les années 70, dans un atelier de peinture à Arles. Lui était jeune, héritier, passionné d'art. Elle y enseignait le dessin. Ils sont restés amis toute leur vie, même après que notre famille ait coupé les ponts avec elle. Je vis les regards fuyants, les lèvres pincées. Personne n'osait relever le fait que, oui, ma mère avait été mise à l'écart, qu'elle avait été jugée, rejetée, oubliée, et que maintenant, c'était par elle que la réussite revenait, d'une manière inattendue. « Et il t'a reconnu ?» demanda Antoine, visiblement désarçonné. « Comme ça, juste avec ton nom ? Mon nom, mon visage, ma manière de lui parler. Il m'a dit un jour que j'avais le feu calme de Jeanne. C'est ce qu'il voyait en moi, et c'est pour ça qu'il m'a tendu la main. » Je m'interrompis un instant, respirant profondément. Je n'avais jamais parlé de ma mère avec eux. Pas comme ça. Pas de manière aussi directe. En vérité, je n'avais jamais su si elle comptait encore pour eux, et peut-être que, ce soir, je n'en avais plus besoin. Ce qu'il m'a transmis, ce n'est pas une maison, c'est une mémoire, un fil que vous aviez coupé, et que j'ai décidé de renouer. Claire se leva brusquement, sa serviette tombant sur le sol. C'est absurde. Tu veux nous faire la leçon maintenant? Jouer la victime? Tu crois qu'un seul projet va réécrire l'histoire? Je la regardais calmement. Je ne réécris rien, je révèle. Ce que vous avez choisi de ne pas voir pendant 30 ans. Elle se détourna, sortit du salon sans un mot de plus. Les autres restèrent figés. Personne ne la suivit. Et dans ce vide qu'elle laissait derrière elle, je sentis enfin quelque chose basculer. Benjamin brisa le silence. « Tu sais, j'ai toujours trouvé injuste ce qu'il disait sur ta mère, qu'elle était folle, irresponsable. Enfant, je l'adorais. Elle me racontait des histoires incroyables, elle me faisait rêver. Et toi, tu es comme elle, mais avec les 2 pieds sur terre. » Ces mots me touchèrent plus que je ne l'aurais cru. Je sentis une émotion monter, mais je la retins. Ce n'était pas le moment de flancher. Pas maintenant. « Merci, » dis-je simplement. Elle m'a appris à croire en mes intuitions, et aujourd'hui, ce sont elles qui me guident. Gérard, toujours, silencieux depuis plusieurs minutes, finit par se lever à son tour. Il se racla la gorge, mal à l'aise. « Écoute, Camille, je ne vais pas mentir, j'ai été dure avec toi, et avec ta mère aussi. Je crois qu'on a tous voulu oublier ce qu'on ne comprenait pas. C'était plus facile. » Il se passa une main sur le visage, visiblement ému. « Mais tu viens de faire quelque chose que peu de gens auraient eu le courage de faire. Je ne sais pas où ça va te mener, mais
Tu as mon respect. Je hochai la tête. C'était tout ce que je pouvais faire. Je ne cherchais pas leur admiration. Je ne voulais pas leur pardon. Mais ce respect, ce simple mot, prononcé enfin sans condescendance, valait plus que tous les dîners de famille que j'avais endurés. Je sentais que quelque chose s'était libéré. Une ancienne douleur, transmise de mère en fille, venait enfin de trouver sa place. Et dans cette pièce pleine de souvenirs confus, j'étais enfin entière. Mais le destin, capricieux, n'avait pas dit son dernier mot. Car à cet instant, précis, un bruit sourd retentit dans l'entrée. Et la porte s'ouvrit sur une silhouette familière. Une voix. Un passé revenu frappait à la porte. Quand la porte d'entrée s'est ouverte avec ce grincement que je connaissais trop bien, le temps, une fois encore, s'est suspendu. J'ai tourné la tête presque mécaniquement, comme si mon corps savait avant même mon esprit ce qui allait arriver. Et quand la silhouette est apparue, large d'épaules, raide, hésitante dans l'encadrement de la porte, j'ai senti mon cœur rater un battement. Paul, mon ex-mari. L'homme que j'avais aimé avec une naïveté entière, que j'avais soutenu, porté parfois, avant que notre histoire ne s'effondre sous le poids de ses doutes. Et de son silence. Il n'était pas venu seul. Derrière lui, une adolescente que je n'avais pas vue depuis 6 mois se tenait droite, son regard planté dans le mien. Lucie. Ma fille. Je me suis levée sans réfléchir. Je crois que personne, à cette table, n'osait respirer. Je n'entendais même plus les battements de mon propre cœur. Il y avait juste elle. Sa silhouette fine, son visage grave, ses yeux qui cherchaient quelque chose en moi. Quelque chose que j'avais peur de ne plus savoir lui offrir. Lucie s'est avancée, lentement, et puis sans un mot, elle m'a serré contre elle. Fort, longtemps. J'ai refermé mes bras autour d'elle comme on referme une boucle, comme on rattrape ce qu'on croyait perdu. Quand elle s'est détachée, elle n'a rien dit. Mais elle m'a souri. Un sourire discret, timide, mais plein d'une confiance que je croyais envolée. Paul, derrière elle, regardait la scène sans bouger. Puis il s'est éclairci la gorge et s'est adressé à tous ceux qui, assis, n'osaient toujours pas bouger. « Bonsoir à tous. Je sais que je n'étais pas attendue. Et je m'en excuse. Mais il fallait que je sois là ce soir. Que vous entendiez certaines choses. » Je le fixais, incertaine. Nous nous étions quittés dans l'incompréhension, dans le froid d'un divorce sans cri, mais rempli de silence. Et maintenant, il était là, prêt à parler, à mon sujet, devant eux. « Vous croyez tous connaître Camille, dit-il, la rêveuse, la battante, la marginale peut-être. Moi aussi je pensais la connaître, jusqu'à ce qu'elle me prouve, par ses actes, qu'elle était bien plus que ce que j'avais projeté sur elle. » Il s'arrêta un instant, visiblement ému. Quand on s'est séparés, je l'ai laissé seule. Je l'ai regardé tomber, se relever, et je n'ai rien fait. Par peur, par faiblesse. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous dire une chose. Vous pensez qu'elle cherche votre validation? Vous vous trompez. Camille n'a besoin de l'approbation de personne. Elle s'est construite seule. Elle a élevé notre fille avec une dignité que je n'aurai jamais. Et maintenant, elle est en train de bâtir un monde que vous serez bien forcé de regarder en face. Personne n'osait répondre. Même Claire, revenue silencieusement, était figée près du mur, le regard rivé à la scène. Sylvie essuyait, une larme en silence. Benjamin observait Paul comme s'il redécouvrait quelque chose du sens du mot « honneur ». Lucie s'assit à mes côtés, me prenant la main. Sa paume était chaude, douce. Elle ne dit rien, mais je n'avais pas besoin de mots. Sa présence suffisait. Paul fit un pas vers moi. « Camille, je suis désolée. Pour tout. Je n'ai pas su être là. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches, tu as réussi. Et pas seulement ton projet. Tu as réussi à devenir quelqu'un d'immense, quelqu'un qu'on ne peut plus ignorer. » Je hochai lentement la tête. Les mots étaient là, suspendus à mes lèvres, mais aucun ne me semblait assez fort. Alors je me suis contentée d'un souffle. « Merci. » Il s'éloigna sans bruit, s'installant au fond du salon. Comme s'il comprenait que sa place n'était plus centrale, mais périphérique. Et c'était bien ainsi. Alors, je me suis levée, droite, pleine d'un calme nouveau, et j'ai regardé chaque visage autour de moi, ceux qui m'avaient rabaissé, ceux qui avaient douté, ceux qui avaient fui, et ceux qui, ce soir, voyaient enfin. Pendant des années, j'ai accepté vos rires étouffés, vos regards gênés, vos phrases à double sens,
J'ai accepté d'être celle qu'on tolère, qu'on excuse, qu'on oublie vite après le dessert. Mais plus maintenant. Ma voix était posée. Chaque mot pesé. Je ne vous demande rien. Ni pardon, ni reconnaissance. Je veux seulement une chose. Le respect. Parce que je l'ai mérité. À la sueur de mes efforts. Parce que sans vous, malgré vous, j'ai construit une vie qui me ressemble. Et ce que vous voyez là, ce soir, ce n'est pas une revanche. Je fis une pause. C'est une renaissance. Et dans ce silence enfin digne, j'ai senti que quelque chose venait de s'accomplir. Je crois que même dans mes rêves les plus audacieux, je n'avais jamais imaginé vivre une scène pareille. Ma fille assise à mes côtés, son regard apaisé posé sur moi. Mon ex-mari, debout devant ceux qui l'avaient toujours vu comme une figure plus acceptable que moi, en train de prendre ma défense. Et ma famille, cette forteresse d'apparence et de préjugés, réduite pour la première fois à un état de vulnérabilité silencieuse. Lucie me serrait la main avec une fermeté tranquille. Elle ne disait toujours rien. Mais elle n'avait pas besoin de mots. Sa présence, son choix d'être là ce soir, valait toutes les déclarations. Elle, que j'avais tant redouté de perdre dans la tourmente du divorce, me regardait désormais comme une femme à admirer, et non plus seulement comme une mère fragile. Paul, après avoir dit ce qu'il avait à dire, s'était assis, en retrait. Il n'attendait rien. Et cela, paradoxalement, rendait ses mots encore plus vrais. J'avais toujours cru que sa plus grande faiblesse était son incapacité à se positionner. Mais ce soir, il avait choisi. Il avait brisé le silence. Il s'était exposé. Et dans son regard, je n'ai vu ni pitié, ni remords trop tardifs. Juste une forme d'humilité sincère. Je me tournai vers ma famille. Tous les visages n'étaient de là. Figés, surpris, touchés. Pour la première fois, ils ne savaient ne plus quelle posture adopter. Le jeu des rôles avait explosé. Je crois que ce soir, vous avez vu quelque chose que vous n'attendiez pas, dis-je en les regardant calmement. Et peut-être que c'est une bonne chose. Je vis Gérard acquiescer lentement. Ses yeux brillaient légèrement, et sa voix, quand il parla, était presque rauque. Tu sais, Camille, j'ai toujours cru qu'on devait suivre une certaine voie pour réussir, qu'il fallait des règles, des étapes, des titres. Mais tu viens de me montrer qu'on peut faire tout autrement, et réussir bien plus fort. C'était étrange d'entendre ces mots de sa bouche. Lui, l'homme des procédures, du rendement, des schémas. Lui, si prompt à me traiter d'idéaliste autrefois. Je crois que je t'ai sous-estimé, dit-il. Peut-être même jugé, injustement. Mais plus maintenant. Claire, elle, restait en retrait. Elle n'avait pas quitté son coin près du mur. Ses bras croisés trahissaient une lutte intérieure. Elle n'était pas prête. Je le voyais, et je n'en attendais rien. Chacun son rythme, mais je savais qu'elle avait entendu, et qu'elle ne pourrait plus prétendre ignorer. Benjamin, toujours discret, s'approcha de la table et me fit un sourire franc. « Si un jour tu as besoin de quelqu'un pour organiser un événement dans ta maison, je connais quelques contacts, et j'aimerais vraiment voir ce lieu. Pas juste en photo. » Je hochai la tête. Ce genre de geste valait plus que tous les discours. Puis ce fut Sylvie qui prit la parole timidement. « Je me souviens de ta mère, tu sais. Elle venait ici avec ses grands foulards colorés et ses carnets remplis de croquis. Elle faisait du bruit, elle riait fort, mais elle faisait du bien, aussi. Et je crois qu'on a tous perdu quelque chose quand elle est partie. » Son regard se perdit un instant dans le vide. « Je suis désolée, Camille. Pas pour ce que j'ai dit ce soir. Pour ce qu'on n'a jamais su dire toutes ces années. » Je sentis un poids se détacher de mes épaules. Pas une absolution. Mais une reconnaissance. Une fissure dans le mur. Je me levai. Je regardais chacun d'eux, sans colère, sans triomphe, juste avec cette paix nouvelle que je portais en moi depuis quelques heures, celle de ne plus avoir besoin de leur validation, de ne plus mendier leur attention. Je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir vu, même tard, même mal. Moi, je pars demain. Je retourne à Avignon, à mon projet, à ma vie. Mais si un jour, l'un de vous veut franchir la porte de la maison, elle sera ouverte, pour ceux qui viendront sans jugement. Un silence accueillit mes mots. Mais cette fois, ce silence était doux, dense et vrai. Lucie se leva, glissa son bras autour du mien. Elle se pencha vers moi et chuchota « Je suis fière de toi, maman. » Je crus que mon cœur allait exploser. Je regardai une dernière fois autour de moi, et pour la première fois de ma vie, dans cette maison, je me sentais à ma place. Pas parce qu'il m'y avait laissé, mais parce que j'avais pris cette place moi-même.
Le lendemain matin, je me suis levée avant tout le monde. La maison était encore endormie, baignée dans une lumière pâle de début d'automne. J'ai enfilé mon manteau, j'ai attrapé ma valise, petite, discrète, comme toujours, et je suis descendue sans faire de bruit. Lucie marchait à mes côtés, calme, éveillée. Elle n'avait pas posé de questions. Elle savait que c'était fini, que ce chapitre, enfin, avait été écrit jusqu'au bout. En passant devant le grand miroir de l'entrée, j'ai aperçu mon reflet. Je ne me suis pas arrêtée. Je n'avais plus besoin de me regarder pour me convaincre que j'étais devenue une autre. Je le savais. Je le sentais dans ma posture, dans mes gestes, dans la façon dont j'ouvrais la porte sans plus me retourner. Avant de franchir le seuil, j'ai posé un regard sur le couloir. Les photos de famille, les portraits figés de générations passées, les meubles bien polis. Tout cela m'avait façonné, enfermé, rejeté, et pourtant je partais sans amertume. Ce que j'étais venue chercher, je l'avais trouvé. Pas dans leur acceptation, mais dans ma propre clarté. Lucie et moi avons pris le train pour Avignon en fin de matinée. Assise côte à côte, elle lisait un roman pendant que je regardais le paysage défiler, les vignes, les collines, les toits orangés. Tout ce sud que j'avais appris à aimer, à connaître, à investir. Chaque mètre de cette terre me rappelait que ma vie, désormais, ne dépendait plus de ce qu'on attendait. De moi. Quand nous sommes arrivés à la gare, l'air était plus doux. J'ai inspiré profondément. Ici, personne ne me connaissait comme la fille de, l'ex de ou la pauvre Camille. Ici, j'étais simplement moi, Camille Moreau, 32 ans, femme, mère, entrepreneuse et libre. En rentrant à la maison, notre maison, j'ai retrouvé les ouvriers sur le chantier. Ils m'ont salué chaleureusement. Le maître d'œuvre m'a fait un rapport rapide sur l'avancement des travaux. Tout était dans les temps. L'aile ouest serait terminée dans 2 semaines. La toiture restaurée, les parquets en cours, de pause. J'ai senti une bouffée de fierté monter. Lucie courait déjà dans le jardin, émerveillée par les vieux platanes, par le bassin vide qui serait bientôt une fontaine. Je l'ai observée un instant. Elle était chez elle, autant que moi. Et pour la première fois, je sentais que je pouvais lui offrir plus qu'un toit. Un monde. Le soir venu, alors que je vérifiais mes courriels dans le petit bureau improvisé, une nouvelle notification s'est affichée. Un message inattendu. Objet, proposition de développement, réseau de demeures patrimoniales. J'ai cliqué, le cœur battant. L'expéditeur était un investisseur suisse rencontré brièvement lors d'un salon du tourisme culturel à Marseille. Il écrivait qu'il avait entendu parler de mon projet, qu'il avait lu un article dans une revue spécialisée, et qu'il souhaitait me rencontrer pour discuter d'une possible collaboration. Nous cherchons à créer un réseau de propriétés historiques restaurées avec une âme, écrivait-il. Ce que vous faites à Avignon est exactement ce que nous espérons reproduire ailleurs. Êtes-vous disponible pour un entretien cette semaine? Je suis restée figée quelques secondes, puis j'ai souri. Un sourire lent, profond, venu de loin. Ce n'était pas un conte de fées. Ce n'était pas une revanche spectaculaire. C'était le fruit logique de ce que j'avais semé. En silence, en résistance. J'ai regardé Lucie, qui dessinait, sur la terrasse, les genoux repliés, concentrée. Elle leva les yeux vers moi et me sourit. Je lui ai souri en retour. Et dans cet échange, tout était dit. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Je m'étais choisie. Et cela suffisait. Quelques jours après ce message, j'ai rencontré l'investisseur dans un café discret à Avignon. Il s'appelait Andreas Vogel. 50 ans, costume clair, voix posée. Il avait visité ma propriété en secret, m'a-t-il confié, avait parlé aux artisans, avait observé le chantier, senti l'atmosphère, et ce qu'il avait vu l'avait convaincu que ce que je faisais n'était pas une exception. C'était un modèle. Il m'a proposé un partenariat. Sérieux, ambitieux. Un réseau de demeures restaurées dans toute la France, chacune portant une identité forte, liée à son histoire, à sa région. Il voulait que je sois le visage du projet, que je supervise les choix de restauration, que je porte la philosophie du lieu, respect, culture, vérité. J'ai écouté. Longtemps. Puis, j'ai dit oui. Pas par orgueil, mais parce que je savais que j'étais prête. Quelques semaines plus tard, la maison d'Avignon a ouvert ses portes pour la première fois. Tout n'était pas encore terminé, mais les fondations étaient là, solides, chaleureuses. Une première exposition de photographies anciennes a attiré curieux et passionnés. Une troupe de théâtre local a donné une lecture dans le jardin.
Les chambres d'hôtes, décorées avec soin, affichaient complet pour le mois suivant. Lucie m'a aidé à accueillir les invités. Elle rayonnait, plus mature, plus apaisée. Elle appelait cet endroit notre maison, et cela suffisait à faire battre mon cœur plus fort. Un jour, alors que je classais des dossiers dans le bureau en pierre voûtée, j'ai trouvé une lettre glissée dans un tiroir. C'était de Monsieur Lemoine. Une lettre jamais envoyée, adressée à celle qui saura. Il y écrivait « Si tu lis ceci, c'est que j'ai eu raison de croire encore. Ne laisse personne te dire qui tu es. Le vrai héritage, ce n'est pas une maison. C'est la permission de vivre sans avoir honte. Et si tu fais cela, alors tu m'auras rendu. Justice. » Je suis restée longtemps à relire ces lignes. Puis je suis sortie sur la terrasse. Le soleil se couchait sur les collines, teignant les pierres de la façade d'un ocre doux. Lucie riait avec une cliente, une femme d'une 60aine d'années, qui voulait écrire un livre ici, entre les murs chargés d'histoire. Et moi, assise dans ce calme vibrant, j'ai compris. Je n'étais plus la pauvre de la famille, je n'étais plus la rêveuse, ni la séparée, ni la Camille en reconstruction. J'étais Camille Moreau, 32 ans, une femme qui avait traversé le feu et en était ressortie entière. Le téléphone vibra dans ma poche. Un message d'Andreas. On avance. Le manoir du Périgord est confirmé. Prête pour la suite? Je souris. Oui, prête. Parce que ce soir-là, dans cette maison jadis oubliée, je n'avais plus besoin de prouver que je méritais ma place. Je l'avais bâtie.